Bienvenue, aujourd'hui on part explorer New York City, cette ville incroyable qui, on le sait, change tout le temps. Et pour ça, on va s'appuyer sur le regard d'un documentariste. Il a fait une traversée récente, caméra à la main, du sud de Manhattan jusqu'au Bronx. Oui, une sorte de transect urbain pour essayer de capter l'essence de la ville maintenant. C'est ça, on va essayer de décortiquer un peu ces images, ces rencontres. Quelle est l'énergie de New York aujourd'hui? C'est la question. Comment les gens vivent la ville au quotidien, leurs défis. Leurs espoirs aussi peut-être. Notre but, c'est vraiment de distiller un peu tout ça, de voir les contrastes, d'analyser les témoignages pour avoir une image actuelle, quoi. Un portrait vivant, oui. Allez, on se lance dans cette immersion. Alors, l'exploration, elle commence tout au sud de Manhattan. Là où l'histoire européenne de la ville a débuté avec la Nouvelle-Amsterdam en 1624. Fondé par les Hollandais pour le commerce des fourrures à l'époque, c'était ça le moteur. Exactement. Et il reste une trace assez étonnante de cette époque, le tracé des rues. C'est pas du tout le quadrillage qu'on connaît plus au nord. Non, c'est vrai, ça serpente un peu. Ça fait très ancien monde, presque. C'est un rappel direct de ces couches d'histoire qui se superposent. Et c'est fou parce que ce tracé historique, il est juste à côté du quartier financier de Wall Street, le cœur du capitalisme mondial. Oui, le New York Stock Exchange, le Nasdaq, le documentaire donne des chiffres. Ah oui, ça donne le tournis. 45 billions de dollars de capitalisation boursière, je crois, au total. Et ce salaire moyen, 565 000 dollars par an. Bon, c'est une moyenne, hein, ça inclut des salaires astronomiques évidemment, mais ça montre la concentration de richesse. C'est clair. Et le réalisateur note un truc fin. Le quartier est hyper propre. Presque. Surprenant pour New York. Oui, c'est intéressant cette propreté. Est-ce que c'est juste parce que c'est le quartier financier, une vitrine, ou est-ce qu'il y a autre chose? Ce qui est sûr, c'est que l'architecture le montre bien. Les tours de la finance dominent complètement les anciens bâtiments, même les églises. Le symbole est fort. Le capital plus haut que le spirituel. C'est ça. Ça reflète vraiment où est le pouvoir dans la ville aujourd'hui. Après ce monde un peu lisse de la finance, on change radicalement d'ambiance. Direction l'East Village. Ah, l'East Village, ancien Klein Deutschland, la petite Allemagne. Oui, puis quartier de la contre-culture, des artistes fauchés dans les années 50-60, puis du punk. Une histoire riche, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est décrit comme plus gentrifié. Oui, c'est le terme. Plus cher, plus rangé peut-être, mais apparemment, il y a encore une certaine âme, une certaine rudesse. On voit des graffitis par exemple, chose qu'on ne voyait pas du tout à Wall Street. Mhm. Et là, au milieu de la rue, le docu tombe sur un tournage de film ou de série. La logistique est dingue. Ah oui, c'est souvent impressionnant à New York. Des camions partout, des centaines de techniciens. Des permis, des câbles, tout ça pour une scène de quelques secondes à l'écran. Le réalisateur parle un peu avec un technicien. Et qu'est-ce qu'il dit? Il confirme que le boulot reprend bien, après une grève récente dans l'industrie, mais il lâche une petite phrase. Il dit que la ville est devenue un peu plus rude ces derniers temps. Tiens, c'est intéressant ça. La rudesse. Ça fait écho à d'autres choses peut-être. Oui, on va y revenir, mais ça montre déjà que même si l'économie tourne, le ressenti général peut être différent. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire plus rude, plus difficile, plus tendu? Ça mérite d'être creusé. Et ça illustre aussi le poids énorme de cette industrie du cinéma à New York. Une vraie machine. Cette idée de rudesse, ça nous amène à parler criminalité. Un sujet toujours présent quand on parle de New York. Inévitable, oui. Le documentaire cite des chiffres assez récents, de septembre 2025, qui montrent plutôt une baisse. Les homicides, par exemple, moins 49% par rapport à l'année d'avant, c'est énorme. Moins 49%. C'est spectaculaire, en effet. Et les vols qualifiés, les cambriolages aussi en baisse, c'est ça? Oui, moins 7,5% pour les vols qualifiés, moins 14,2% pour les cambriolages, et le crime dans le métro serait au plus bas depuis presque 30 ans. Bon, ça, ce sont des chiffres encourageants. C'est indéniable. Mais il faut toujours être prudent avec les stats, surtout sur la criminalité. Oui, parce qu'il y a d'autres indicateurs qui sont moins roses. Les viols signalés seraient en hausse de 33%. Ah ouais, quand même. Et surtout, il y a ce chiffre qui fait froid dans le dos. Entre 2018 et 2024, le nombre de tireurs mineurs dans des fusillades aurait augmenté de 200%. Plus 200%, c'est effrayant. Ça nuance terriblement le tableau d'ensemble. La violence des jeunes, et avec des armes à feu, c'est un problème majeur. Clairement. Et puis, il y a la question de comment on compte.
Le docu rappelle l'exemple de San Francisco où des changements de classification avaient fait baisser artificiellement certains chiffres. Sans dire que c'est le cas ici, ça invite à regarder au-delà des gros titres. Tout à fait. D'ailleurs, sur le terrain, le réalisateur filme des personnes sans abri, des gens visiblement en souffrance psychique. Il y a cette scène d'un homme qui tape sur des panneaux dans la rue. Des scènes qu'on voit dans beaucoup de grandes villes américaines, malheureusement. Oui, même s'il note que c'est peut-être moins concentré qu'à Los Angeles, par exemple. Et puis, il y a ce garde de sécurité qui témoigne, mais sans être filmé, car il est en uniforme. Il parle de vol à l'étalage constant dans son magasin. Voilà. Les chiffres globaux peuvent baisser, mais le sentiment d'insécurité ou la petite délinquance du quotidien, ça peut rester très présent pour les gens. La perception, c'est autre chose que la statistique brute. Bon, on continue notre chemin, direction Midtown, le cœur bouillonnant de Manhattan. On passe par Union Square, puis Bryant Park. Ah, Bryant Park. Décrit comme une oasis de calme. J'ai bien aimé cette description. Avec sa bibliothèque en plein air, les joueurs d'échecs, ça fait très... Oui, un peu à l'européenne, dans l'esprit. C'est un bel exemple d'espace public réussi, qui offre une vraie respiration. Et le contraste est violent quand on arrive juste après à Times Square. Ah bah oui, forcément. La carte postale puissance 1000, quoi. Surtout pour les touristes. D'ailleurs, le réalisateur se demande s'il y a moins d'Européens qu'avant. Une observation comme ça en passant. Intéressant. Les flux touristiques qui est venu, peut-être? Puis, passage obligé par Grand Central Station. Plus qu'une gare, un monument. Magnifique architecture et un hub essentiel. 750 000 personnes par jour, c'est énorme. Et cette fameuse horloge en opale au milieu, elle voudrait entre 10 et 20 millions de dollars. Incroyable. Grand Central, c'est le passage, mais c'est aussi un lieu chargé d'histoire. Et juste à côté, on a la 5e avenue, le Rockefeller Center. Oui, chef-d'œuvre art déco, construit pendant la Grande Dépression. Ça rappelle aussi que Midtown, c'est le travail. Exactement. D'ailleurs, un artisan rencontré dans le docu parle de cet objectif de faire revenir les employés au bureau à 80%. Le travail reste central ici. Mais New York, c'est pas que les gratte-ciel et les touristes. Le documentaire nous emmène ensuite à Harlem, et là, on touche à des préoccupations plus quotidiennes, plus familiales. Oui, avec ce témoignage de Rob, un père de famille. Son inquiétude pour ses enfants est palpable. Il raconte une histoire assez terrible, une altercation avec un gamin de 13 ans qui l'aurait menacé avec une arme. 13 ans. C'est glaçant. Ça rejoint le chiffre sur la violence des mineurs dont on parlait. Tout à fait. Et il regrette le manque de structure pour les jeunes aujourd'hui, comparé à quand lui était ado. Moins de centres communautaires, moins d'encadrement. C'est un point crucial. Ça pose la question de l'investissement social, de la prévention. Est-ce qu'on offre assez de perspectives à ces jeunes, surtout dans les quartiers qui sont déjà confrontés à des difficultés? Et l'autre grosse préoccupation qui revient sans cesse, c'est le coût de la vie. Ah ben ça, le nerf de la guerre à New York. On a les témoignages de 2 chauffeurs Uber. L'un d'eux, Azula, vient d'Ouzbékistan. Ils disent tous les deux la même chose. C'est de plus en plus dur de s'en sortir. C'est le discours qu'on entend beaucoup, oui. Ils racontent que plein de gens qu'ils connaissent déménagent dans le New Jersey, en Pennsylvanie. Quitte à faire des heures de transport tous les jours. C'est ça. Un loyer pour un 3 pièces, 3 500 $ par mois, et ça, c'est sans les charges. Le sentiment, c'est de bosser comme un fou sans jamais réussir à me mettre de côté. C'est le grand paradoxe new-yorkais. Une ville hyper dynamique qui attire, mais qui use financièrement une bonne partie de ses habitants. Mais alors pourquoi rester ? Justement, un des chauffeurs donne une piste intéressante. Il parle de la couverture santé de l'État de New York, qui serait meilleure que dans les États voisins. C'est subventionné. Ah, d'accord. Et il y a aussi l'espoir, même si c'est difficile, de décrocher un logement à loyer contrôlé, un rent controlled. Ce sont des petits filets de sécurité qui peuvent faire la différence pour certains. Ok, je vois. Allez, on change encore complètement d'atmosphère. Direction l'Upper East Side. Le bastion de la vieille fortune, comme on dit. C'est ça, le docu rappelle l'histoire Rison. Des terres agricoles devenues le quartier des grandes familles industrielles, Carnegie, Rockefeller, grâce au train. Puis les grands immeubles d'appartements de luxe. Une ambiance beaucoup plus calme, feutrée, réputée très sûre. Et hors de prix, évidemment. On parle de millions de dollars pour un petit pied-à-terre. Un autre monde, clairement. Et l'image symbole de ce quartier, ce sont les doormen en uniforme. Oui, très classique. Le réalisateur en interview vint brièvement. Il a l'air d'aimer son boulot, il dit que les résidents sont sympas, qu'ils prennent soin de lui aussi. C'est presque un microclimat social. Une relation de service très codifiée, presque d'une autre époque. Oui, et juste à côté de ça, tu vois passer en permanence les livreurs à vélo. Souvent des immigrés récents qui triment pour quelques dollars la course. Le contraste est... Il est là, flagrant. C'est ça aussi New York aujourd'hui. L'Upper East Side, c'est la tradition, certains luxes discrets. Est-ce que ça attire encore les nouveaux riches?
Ou est-ce qu'il préfère d'autres quartiers, d'autres styles de vie? C'est une question. Et juste à côté de cet îlot de richesse, il y a Central Park. On peut pas l'oublier. Impossible. Le poumon vert indispensable. Le documentaire le montre comme un atout majeur. C'est immense, plus grand que Monaco. Et tellement varié. Un chef-d'œuvre de planification urbaine. Vraiment. Et c'est aussi un lieu de mixité. Un des rares où les New-Yorkais de toutes origines se croisent. C'est vrai. Bon, dernière étape du voyage, le Bronx. Un autre borough mythique, souvent réduit à des clichés. L'exploration se passe autour de The Hub, un carrefour très animé vers la 149e rue. C'est décrit comme vibrant, beaucoup d'énergie. Mais avec des défis visibles, j'imagine? Oui. Le réalisateur filme une scène de deal et de consommation de drogue en pleine rue, en plein jour. Et il note que ça n'a pas beaucoup changé par rapport à ce qu'il avait vu 5 ans avant au même endroit. Cette persistance des problèmes de drogue dans certains coins, c'est une réalité difficile. Il mentionne aussi que c'est plus dur de filmer là-bas. Oui, plus compliqué d'avoir des témoignages spontanés, les gens sont peut-être plus méfiants. C'est important de montrer ça, cette facette du Bronx, sans tomber dans la caricature. Oui, il y a des problèmes de drogue, de propreté aussi, les éboueurs le disent d'ailleurs, sans eux ce serait bien pire. Mais le Bronx, c'est avant tout des centaines de milliers de familles, des commerces, une culture hyper riche, le berceau du hip-hop. Faut pas l'oublier. Rencontre assez parlante avec 2 jeunes femmes du quartier, elles sont à l'aise, elles vivent là, mais elles disent direct, c'est le ghetto, c'est dangereux la nuit si tu connais pas. C'est fort comme témoignage. Oui, et dans la même conversation, elles ajoutent qu'elles sont adaptées, elles savent gérer. C'est ce mélange l'avertissement pour les autres, mais l'affirmation de leur propre appartenance. Ça montre toute la complexité du rapport à son quartier, même quand une est difficile. Une forme de résilience, de fierté peut-être aussi. Et ça souligne les inégalités qui fracturent la ville. Et juste quand on croit avoir un peu cerné le Bronx, bam, dernière étape, dernière surprise, City Island. City Island, la pépite méconnue. Le réalisateur est scotché. C'est toujours le Bronx sur le papier, mais on se croirait en Nouvelle-Angleterre. C'est exactement ça. Un petit port de pêche, l'air marin, des maisons avec des clôtures blanches. Le calme absolu. Rien à voir avec le hub. C'est lié à la construction navale, aux huîtres, apparemment. Une enclave. C'est la meilleure illustration qu'on ne peut pas résumer New York, ni même un seul borough, à une seule image. La diversité est folle. City Island, c'est un peu une capsule temporelle, préservée par son relatif isolement. C'est fascinant. Bon, alors au final, qu'est-ce qu'on retient de cette traversée Oé? Le réalisateur donne quelques impressions. Oui? D'abord, le sentiment que la ville a quand même retrouvé beaucoup de son énergie d'avant Covid. Ça bouge, sa vie. Mhm. Ensuite, que la pression économique est vraiment forte pour les travailleurs normaux, quoi. Les chauffeurs, les petits vendeurs. C'est plus dur qu'avant, apparemment. Ça confirme les témoignages. Et enfin, il insiste beaucoup sur le fait que son regard est subjectif. Un autre jour, d'autres rencontres, le film aurait été différent. C'est important de le souligner. C'est un instantané, pas une vérité absolue. En résumé, on a une New York pleine de vie, oui, mais aussi pleine de tensions, entre la richesse extrême et la précarité qui semble s'aggraver, entre l'agitation permanente et ses poches de calme comme Bryant Park ou City Island. C'est ça, une ville de contrastes exacerbés. La diversité, c'est le mot-clé, mais les fractures aussi sont bien réelles. Ce qui est fascinant et que cette exploration montre bien, c'est comment toutes ces réalités si différentes arrivent à coexister, parfois à quelques mètres de distance. Qu'est-ce qui fait tenir tout ça ensemble ? C'est la grande question. Malgré les inégalités, les galères quotidiennes, les tensions, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne quand même, que New York reste New York, cette ville-monde qui continue d'attirer, de fasciner ? C'est une bonne question à laisser en suspens peut-être. Qu'est-ce qui fait le lien, au fond? Le lien invisible entre tous ces destins, dans cette ville ou dans n'importe quelle grande métropole. Une réflexion à continuer. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse.